suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va faire une petite vidéo qui change de d'habitude. Bon, cette chaîne YouTube n'existe pas depuis très longtemps, donc il n'y a pas encore d'habitude vraiment très ancrée, mais on change de support, on change de fond. Aujourd'hui, on a un versus littéraire. Bam! Regardez un petit peu ce magnifique encadré fait par mes modos. Aujourd'hui, nous allons voir deux œuvres littéraires s'affronter et c'est moi qui vais devoir décider, avec de grandes responsabilités du coup, qui sera le vainqueur. Bien entendu, il y aura plusieurs rounds, plusieurs affrontements, plusieurs duels et j'ai hâte de savoir ce que vous en penserez. Après tout, vous ne serez pas obligatoirement d'accord avec moi. Rassurez-vous, si c'est pas encore clair, ça va l'être dans 2 secondes. Allons-y! Explication! C'est un versus, tu dois choisir un des deux, t'as pas de joker, bonne chance, signé Wattel. Comme je l'ai dit, c'est mes modos qui ont fait le diapo, et Wattel est une de mes modos. Merci Wattel pour ton bonne chance, il n'y a pas de joker, donc pas d'égalité, il y aura forcément un gagnant et un perdant. Premier duel! Oula! Tintintin! Alors, waouh! Alors déjà, attends, il faut rendre à César ce qui est à César, cette présentation est des plus soyeuses. Ah si, il faut le dire, clap clap les modos. Alors, Madame Bovary versus les 3 mousquetaires. Ça va pas être facile. Alors, en termes de style, Madame Bovary est au-dessus. Vraiment, la plume de Flaubert est beaucoup plus belle, il y a une élégance, une recherche de plumes plus ardente que dans les 3 mousquetaires, qui même si c'est bien écrit, reste surtout plaisant à lire, sans forcément une recherche incroyable non plus, même si ça reste très stylé, avec les punchlines de D'Artagnan qui sont géniales, tu vois. En termes de fun, les 3 mousquetaires l'écrasent, hein, donc bim, il rend une droite dans la gueule à Madame Bovary, parce que les 3 mousquetaires, c'est quand même vachement plus drôle, vachement plus dynamique. Madame Bovary, tu suis basiquement une femme qui s'emmerde dans sa vie, hein, voilà. En termes de profondeur, je dirais que Madame Bovary met un uppercut aux 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires restent légers à lire et ont plus une vocation à être une fresque historique avec de l'aventure. Madame Bovary, il y a un vrai message derrière, tu vois, il y a un vrai message de société, d'observation. Je pense que Madame Bovary gagne ce round. En termes de plaisir de lecture, j'aurais fait gagner les 3 mousquetaires, hein, mais dans la globalité, je trouve que Madame Bovary est au-dessus. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, je vous aime. Enfin, moins Aramis, mais j'aime les 3 autres. Et ma Bovary, bah j'aime ton prénom, c'est déjà pas mal, mais tu gagnes ce round. Round 2. Ah oui, d'accord. Donc on est passé de 2 romans merveilleux à 2 romans, oh comment dire ça, moins fous. À l'aide. Alors, Le Roi Maléfique, le tome 2, du Prince Cruel, et Grisha, tome 3, le tome 3 de la saga. C'est les 2 derniers que j'ai lus. Il me reste d'ailleurs le tome 3 du Roi Maléfique, enfin de la saga du Prince Cruel à lire pour mon mois de février, hein. C'est en cours de lecture, enfin pas maintenant, mais ça va l'être bientôt. C'est 2 livres que j'ai pas aimés. C'est 2 suites que j'ai pas aimées, et pour les mêmes raisons, une héroïne que je trouve atrocement con. Voilà. Non mais il faut dire les termes à un moment quand même, hein. Et du coup, comment je tranche ça? Alors, en termes d'héroïne, je crois que les 2 se mettent une droite en même temps, parce que vraiment, déjà elles sont stupides, donc elles le feraient, et que vraiment c'est le même problème. C'est, on est sur des fifis qui sont... qui font tous les mauvais choix, qui réfléchissent pas avant d'agir, qui gueulent alors qu'il faudrait se taire. Enfin, tu vois, c'est faussement des filles modernes et rebelles, alors qu'elles sont juste couillons, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui m'insupporte grandement. Maintenant, du coup, au niveau du personnage principal, elle se tape en même temps, tu vois, genre, ah non, tu fais mal. En termes d'univers, Grisha met une grosse droite au Prince Cruel, enfin au Roi Maléfique. Grisha est quand même vachement stylé. L'univers de Grisha, le monde, les intrigues, la magie, tout ça, c'est quand même au-dessus, même en termes de gravité, d'événements, de choses qui se passent, de drames, il y a des trucs graves qui arrivent dans Grisha, t'y crois vraiment, t'es à fond dedans. Le Roi Maléfique, oui, il y a des trucs qui sont stylés, l'univers de base, surtout dans le Prince Cruel, le premier tome est bien, mais c'est pas original et il n'y a pas la même recherche que dans Grisha quand même. Et en termes de personnages autour, donc du coup, pour l'univers, Grisha fout une patate. Et en termes de personnages, à part l'héroïne, Grisha remet une patate, hein. Dans Le Roi Maléfique, t'as quoi? T'as un homme fort avec des félires qui casse les couilles parce qu'il est insupportable d'arrogance. Dans Grisha, bah t'as des mecs intéressants qui ont plus de profondeur. Il y a Nikolai.
meilleur perso ever. Mal, moi je l'aime beaucoup. Et les persos qui gravitent autour de l'héroïne sont sympas, tu vois. Elle a pas mal de potes. Bon, c'est stéréotypé, mais il y a quand même quelque chose derrière. Dans le roi maléfique, dans le prince cruel, ouais, bah ouais, je vous dis, t'as Love Interest, t'as une sœur casse-couille, une sœur moins casse-couille, un frère qui sert à rien, ouais, non, c'est poussif, non, bah Grisha gagne. Grisha gagne par KO, là, hein. Il y a eu un coup pour rien et de droite, hein, Grisha gagne. Troisième round. Oh, what? Oh, c'est dur! Bon alors, je prends pas en compte les couvertures parce que bah du coup c'est la saga dans leur globalité, hein. Astérix et Obélix contre Lucky Luke. J'ai tellement envie de les relire. En fait, c'est drôle parce que je pense que les modos, parce que du coup, je ne sais pas évidemment ce qui avait été sélectionné, je pense que les modos sont partis sur ce choix-là parce que on en parlait en stream sur Twitch hier. Donc pour vous, ça fait plus longtemps. Et on parlait des BD justement, et je disais que quand j'étais petite, avec mon papa, quand mes parents étaient encore ensemble, on avait tous les Lucky Luke, tous les Astérix, tous les Tintins, tous les Schtroumpfs, tous les Boule et Bill, et quelques Is No Good, quelques Spirou, mais Spirou vraiment très très peu. Et en fait, du coup, vraiment petite, et j'ai un tonton, le frère de mon papa, qui est très très geek, donc chez lui, il y avait vraiment genre des BD partout. Donc en fait, très petite, j'étais baignée un peu dans l'univers de BD, mais de BD un peu familiale comme ça, quoi. Et j'ai très envie de me retrouver, de me relire les Astérix et les Lucky Luke. Et mon papa, il avait des intégrales qui dataient d'il y a longtemps de ouf, avec toutes les anciennes BD, les vieux dessins, c'est vraiment vieux. Et je lisais ça le matin en mangeant mes barres de vitamines avant d'aller à l'école. Et vraiment, c'est un souvenir doudou que j'adore. Et du coup, j'ai grave envie de les relire, mais y compris les Tintins. Tintin, j'ai lu plus tard, hein, mais Lucky Luke, vraiment petite, à 6 piges, j'étais avec mon petit cracotte là. Et du coup, bref, entre Astérix et Lucky Luke, ah, c'est super dur. Ah, j'ai pas droit à des jokers. Et ok, franchement, c'est... Je peux dire c'est impossible, mais... Dans les deux cas, bon, en termes de méchants, t'as plus de méchants stylés dans Lucky Luke. Peut-être que Lucky Luke est plus adulte. Peut-être que Lucky Luke est plus... Oui, d'ailleurs, dans les premiers Lucky Luke, il y avait des morts. Il y avait des morts dans les premiers, hein. Et ils ont arrêté quand la saga a vieilli et que ça s'est devenu un peu plus... Enfin, qu'il y a eu un peu plus de surveillance sur les œuvres pour les enfants. Mais les premiers Lucky Luke, t'avais des morts. C'est beaucoup plus adulte sur plein de points, Lucky Luke. Astérix Obélix reste plus mignon, plus potache, plus feel good quand même. J'adorais Falbala quand j'étais petite. Et la meuf d'âge de Canonix, là, la belle rousse, là, c'était mes deux fifilles. J'ai lu plus de Lucky Luke, je pense. Mais Astérix et Obélix m'a fait beaucoup plus rire. Je sais pas. Alors, je ferai gagner Lucky Luke quand même. Pour la maturité des trucs. Parce que Astérix et Obélix, ça reste quand même beaucoup plus rigolo. Il n'y a pas vraiment de message fort. Alors, peut-être dans les derniers qui sont sortis, je parle vraiment des premiers, hein. Ça reste surtout rigolo. Lucky Luke, t'as quand même un sens de la justice. T'as quand même des messages qui sont passés à travers les aventures qu'il vit. De faire confiance, des fois s'ouvrir, enfin... Il y a une maturité différente quand même, donc je vais faire gagner Lucky Luke. Mais vraiment, Astérix et Obélix, je vous aime. Vraiment, les gars, ne changez rien. De toute façon, ils changeront jamais rien. C'est la beauté des œuvres écrites. Ah, il était dur celui-là, c'était le plus difficile. Oh! Quoi? La maison au milieu de la mer céruléenne ou la nuit où les étoiles se sont éteintes. Oh! Alors, La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est une de mes plus belles lectures de 2022. Ça a été une merveilleuse découverte, hyper positive, avec des messages et des valeurs incroyables. Mais La nuit où les étoiles se sont éteintes, ça a été une de mes plus belles lectures aussi, mais avec beaucoup plus de noirceur, beaucoup plus de détresse. On suit un ado en fait qui perd tout, qui est malheureux et qui se détruit. Mais pas en mode cliché, tu sais. Enfin, moi je l'ai trouvé vraiment hyper riche, hyper profond. Et j'ai été hyper émotive, enfin, hyper touchée par ma lecture. Alors que d'habitude, vraiment, les romans avec des ados, vous savez sans doute que c'est pas ce que je préfère, hein. Je sais pas. Je sais pas. La maison au milieu de la mer céruléenne met une droite en termes d'univers, de créativité là-dessus, puisque bah, c'est de la fantaisie, vous avez des créatures fantastiques, vous avez tout un monde du coup qui est inventé, mais La nuit où les étoiles se sont éteintes met une droite à la maison au milieu de la mer céruléenne à cause, ou plutôt grâce à la profondeur de ses personnages. Dans La maison, t'as de très très beaux messages de sentiments, de valeurs, de tolérance, etc. Mais ça reste surfait. Dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, tu vas au fond des choses, tu vas au plus profond de la détresse humaine. Je peux pas choisir.
2 hours later. Bon, je vais faire gagner la nuit où les étoiles se sont éteintes. Et je sais que ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne principale sont choqués. Parce que la maison, vraiment, c'est un des amours de ma vie. Mais je pense que la nuit où les étoiles se sont éteintes, ce titre à rallonge, peut vraiment... Enfin, il a ce petit avantage de vraiment utiliser la noirceur humaine, vraiment humaine, et d'oser aller au fond des choses. La maison, c'est du feel good en fait. C'est vraiment du positif de A à Z. Et alors, il y a des thématiques abordées qui sont importantes, mais c'est enchanteur, c'est merveilleux, c'est pas le même univers. Donc je vais faire gagner la nuit où les étoiles se sont éteintes. Mais ça me fait mal au cœur pour la maison, croyez-moi. Je me dis à chaque fois, ça peut pas être pire, donc au bout d'un moment... Wow! Ok, Gods of Men ou Dark Rise. Ah, ils sont bons, hein. Ah, ces modos, ils sont bons, hein. Alors, on est sur 2 œuvres de fantasy, young adult, et les deux ce qui les lie, c'est que c'est très sombre. Et c'est très bien écrit. Gods of Men, on a toute une thématique de supériorité raciale, de racisme mêlée à l'histoire. Dark Rise, on a une violence hyper forte et aussi une forme de racisme en vrai vis-à-vis des... Ouais, non, c'est pas vraiment du racisme, c'est plutôt des conflits de clans qui existent depuis longtemps. Dark Rise, c'est surtout au niveau de la noirceur de ce qui se passe dans le récit, c'est au-dessus de Gods of Men. Mais Gods of Men, au niveau de la thématique large, c'est au-dessus en termes de gravité. En termes de plumes, Dark Rise est mieux écrit. Dark Rise est mieux écrit que Gods of Men. En termes de personnages... Ouf. En termes de personnages, j'ai plus d'affection pour ceux de... Ah, je sais pas. Peut-être. Ceux de Gods of Men sont plus attendus. Ceux de Gods of Men, t'es pas surpris. Dark Rise est au-dessus. Dark Rise by Gods of Men. Mais ça me fait mal au cœur parce que vraiment Gods of Men c'est un très très bon roman young adulte avec des personnages bien profonds et des thématiques importantes. Et voilà, c'est vraiment des persos qui sont cool. Mais c'est vrai que ça reste quand même dans un stéréotype du genre young adulte. Même si ça va quand même au-delà. On est quand même sur un homme fort avec des fêlures. On est sur une jeune fille capable de tout. Héroïne, machin. Tu vois, on reste vraiment sur ces lignes-là quand même. Même si, encore une fois, c'est au-dessus de ce que je lis habituellement dans ce genre-là. Dark Rise, on en sort. On en sort, il y a des choses qui se passent que j'ai pas vues ailleurs et les personnages dépassent ces rôles-là. Dans tous les rôles, en fait. Donc Dark Rise gagne. Bravo Dark Rise. Allez, je sais même pas combien il y a de rounds. Oh Alors attends. Du coup, c'est le tome 1 de Anne. Ah, parce que ça compte. Anne de Green Gables, c'est une saga complète. Donc Anne de Green Gables, c'est le tome 1. Il y a 6 tomes. Alors que Un budget sous la neige, il y en a un. Donc Anne, c'est une de mes sagas que j'adore de ma vie. C'est vraiment... c'est d'une beauté. C'est une petite orpheline qui se fait adopter et qui grandit. En fait, on la suit vraiment de son enfance à son âge adulte où elle a des enfants, etc. C'est plein de beauté. La plume est sublime. Et le personnage d'Anne est merveilleux. Et son entourage aussi. Tout est merveilleux. Il y a des trucs très graves qui se passent, hein, mais la plume est sublime. Et enfin, c'est un peu une vibe Petite maison dans la prairie. Et Un bûcher sous la neige que j'ai découvert là en janvier de cette année m'a fait penser à Anne par rapport à la je vais y arriver. Par rapport à la psychologie de l'héroïne. En termes de plumes, c'est quand même différent. On n'est pas du tout sur la même époque. Hein. Un bûcher sous la neige, c'est la fin des sorcières. La fin des sorcières qui se font brûler enfin des femmes qui se font brûler pour sorcellerie. Et on est sur une jeune fille qui se fait arrêter et qui est condamnée à être brûlée vive. Et qui raconte son histoire en fait à un prêtre qui vient la voir dans sa prison. Donc on n'est pas du tout sur la même chose. Hein. Anne, c'est beaucoup plus feel good. Alors, si la question est Un bûcher sous la neige ou Anne de Green Gables, donc Anne quand elle est enfant, Un bûcher sous la neige gagne le round. Parce qu'il y a une profondeur, une maturité et une détresse qui est beaucoup plus adulte et beaucoup plus exotique même, parce qu'on voyage... Enfin, exotique, non, c'est pas le terme, mais en gros, dans Un bûcher sous la neige, t'es vraiment transporté dans un autre univers. Tu voyages, t'es dans la forêt, c'est incroyable. Anne de Green Gables est plus pauvre là-dessus, puisque c'est vraiment des histoires, des petites histoires un peu à la Malheur de Sophie, de ce que vit Anne comme histoire quand elle est enfant. Par contre, le tome 2 de Anne, quand elle est adolescente et jeune femme, c'est déjà plus la même chose. Donc on va partir du principe que je vais partir du principe que c'est le tome 2, et pas le tome 1, parce que tome 1 c'est vraiment une petite fille. Mais je vais quand même faire gagner Un bûcher sous la neige. Parce que Anne...
Ah, c'est pas évident, hein. Mais Anne, elle est... Elles ont un point commun, ces deux héroïnes, c'est qu'elles sont pleines d'amour, pleines de vie. La différence des deux, c'est que Anne, elle est tout le temps plombée. Elle est tout le temps... Enfin non, au contraire, Anne, elle est tout le temps encouragée, elle est tout le temps entourée. Elle trouve toujours des gens avec qui s'entendre, avec qui grandir. Alors que Gerda, je crois qu'elle s'appelle, en tout cas l'héroïne d'un bûcher sous la neige, elle est seule. Elle est seule tout le temps. Et quand elle rencontre par miracle des gens avec qui ça peut aller, bah ça se finit rarement bien. Il y a plus de force dans le récit d'un bûcher sous la neige. Il y a plus d'exotisme, enfin pas d'exotisme, mais il y a plus de voyage. Il y a plus de voyage. C'est pas exotique, c'est à Édimbourg. Enfin c'est en Écosse, donc ça va, on n'est pas trop loin. Mais je veux dire, il y a plus de voyage, il y a plus de maturité aussi, clairement. Un bûcher sous la neige, c'est un récit adulte, alors que Anne, c'est pour ce reste du jeunesse. Un bûcher sous la neige gagne. Mais j'ai pas envie qu'elles se battent, donc elles se font un gros câlin et elles partent ensemble main dans la main du ring. C'est un peu mes deux âmes sœurs, elles peuvent pas être violentes l'une avec l'autre, c'est pas possible. Oh waouh, ok, donc Assassination Classroom ou Beastars. Alors, je vais parler plutôt pour la saga en entier. Est-ce que je juge par manga? Parce que là, du coup, il y a le tome 4 et le tome 1. Mais j'ai lu que le tome 1 du manga Assassination Classroom, mais je connais l'histoire en entier. Alors que Beastars, j'ai lu les 4 premiers tomes, mais je connais pas la fin. C'est compliqué. Si je dois juger le manga, Beastars gagne. Genre, entre le tome 1 d'Assassination Classroom et Beastars, tome 4, Beastars, tome 4, gagne. Assassination Classroom, le tome 1, ça reste une grosse introduction qui est certes très sympathique et où on voit déjà où va aller le manga, mais c'est pas encore un climax. Forcément, c'est un tome 1, même s'il est déjà exceptionnel. Le tome 4 de Beastars, il y a des thématiques abordées qui sont folles, d'une gravité sans précédent. Je vais pas dire sans précédent, mais d'une gravité intense et hyper marquante. Ouais, non, mais en vrai, c'est le but, c'est du fight. Beastars gagne. Beastars gagne, mais Assassination Classroom, il se défend bien, tu vois. En termes de personnages, il a des... Tu sens déjà dans le tome 1 que t'as des bons persos, t'as déjà l'univers, tu sais qu'il est là. C'est compliqué, c'est pas le même niveau de lecture entre un tome 4 et un tome 1. C'est dur, hein. Mais Beastars gagne. Oh, waouh. Oh, c'est infernal. Le chant d'Achille ou Circé. Oh. Alors, donc du coup, c'est deux romans de la même autrice, de Madeline Miller, et dans les deux cas, elle reprend du coup des mythes connus. Hein. Le chant d'Achille avec la guerre de Troie, ça parle d'Achille, avec le talon d'Achille, etc. Et Circé, ça parle du coup de la nymphe. Alors, en vrai, les deux sont à égalité. Je sais que je vais quand même donner une réponse, hein. Mais en fait, en fonction de sa sensibilité, je pense qu'on reconnaît pas la même chose. Moi, j'ai préféré Circé, parce que je me suis davantage reconnue en elle. Forcément, c'est une jeune femme qui devient une femme de plus en plus âgée, qui devient maman, qui vit des aventures, qui a plus de maturité. Dans le chant d'Achille, tu suis des jeunes garçons qui sont amoureux. C'est en fonction de comment tu es toi, tu vas pas t'orienter pareil, tu vois, en fonction de tes affinités. Donc moi, en fait, j'ai préféré Circé parce que j'ai davantage pu m'identifier, mais j'ai une énorme tendresse pour le chant d'Achille parce que j'ai eu l'impression d'avoir deux petits frères que je voyais grandir. Maintenant, en termes de plumes, bah du coup c'est égalité, honnêtement c'est égalité, c'est la même autrice et c'est le même talent, il n'y en a pas un qui est moins bien écrit que l'autre. Et en termes d'intensité, le chant d'Achille a plus de péripéties, forcément la guerre de Troie, mais Circé il y a plus de stratégie, plus de machiavélisme et on connaît moins bien aussi. Je vais suivre mon affect pur du coup et faire gagner Circé. Mais le chant d'Achille est exceptionnel. Voilà. Et il y a du cul dans le chant d'Achille. Donc il se défend quand même. Il y a une belle petite scène dans une grotte qui est sympathique. Alors, il y a deux romans graphiques que j'ai adorés. Anaïs Nin, qui raconte un témoignage du coup d'une femme avec une vie très compliquée et des amours très compliqués, on va dire. Et Le Jardin, qui parle d'un jeune garçon qui grandit dans un cabaret parisien. Et où toutes les danseuses et chanteuses ont un nom de fleur, et lui, il veut devenir danseuse, justement. Et il y a la question du genre qui se pose. Alors, il s'identifie pas en tant que femme tout le temps. Il y a des moments où il aime bien, des moments où il préfère être en femme, des moments où il préfère être en homme. Mais ça pose la question du genre, et surtout, outre ça, c'est d'une poésie et d'une beauté. Le roman graphique est sublime. Anaïs Nin, en termes de beauté, en termes d'esthétique, Anaïs Nin y gagne. Anaïs Nin est au-dessus. En termes de gravité de message, Anaïs Nin gagne, parce que c'est un témoignage de vie qui est hyper dur, hyper trash, et qui pousse à une réflexion qui est vraiment pas confortable. En termes de douceur, du coup, et de cocooning, Le Jardin se défend, mais Anaïs Nin lui roule dessus. Anaïs Nin, c'est au-dessus.
en termes de gravité, en termes de message, en termes ouais, de témoignage même, parce que c'est une histoire vraie. C'est fort, Anaïs Nin. Hein. Puis la beauté, vraiment le style est fou. Visuellement, c'est incroyable. C'est que du pastel partout, c'est... Bah, vous voyez comme un peu sur la couverture. Hein. Mais le jardin est très beau, hein. Attention, c'est juste que ça me fait choisir entre deux trucs trop bien, donc Anaïs Nin gagne. C'est pas fini. La faucheuse... Ah, quoi? La faucheuse de Neil Shusterman ou La nuit des temps de Barjavel. Ça n'a rien à voir, c'est super dur, putain. La nuit des temps, la nuit des temps, la nuit des temps. Alors, je l'ai pas lu depuis longtemps, il faudrait que je le relise en vrai. Mais La nuit des temps, je me souviens qu'en termes de plumes, c'est au-dessus. Vraiment. La faucheuse est très sympa, c'est une très bonne dystopie young adulte. Mais... Ah non, si, c'est très bien, il n'y a pas de mais, c'est très bien. Mais ouais, La nuit des temps reste au-dessus. C'est... Il y a une pareille, en fait c'est pareil. Là, il y a du jeunesse et du l'adulte mélangé. Donc forcément, c'est pas la même plume. La nuit des temps, c'est beaucoup plus poussé. T'as beaucoup plus de descriptions. Enfin, pas tant que ça, mais t'as un registre littéraire qui est plus élevé en termes de langage. Et t'as des intrigues qui sont très adultes, J'ai chialé à La nuit des temps. J'ai chialé, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, La nuit des temps fait partie des merveilles que j'ai lues. Après, il faudrait que je le relise, hein, parce que voilà, ça date. Qu'on voit que La faucheuse, ça commence à dater aussi. Mais La nuit des temps gagne. La nuit des temps gagne. Même si La faucheuse, je t'aime quand même. Numéro... Non! Mais pourquoi? Oh! Bon, bah, 2 piquettes, hein. Puis, bien sûr, ils ont bien pensé à mettre les 2. 50 nuances degrés, tome 2. Et After, tome 2. Ah, les deux sont nuls. Enfin, je crois que c'est le tome 2 de 50 nuances degrés, je suis pas sûre. Je pense. Mais... Oh, comment je choisis entre... Oh là là... J'ai vraiment l'impression de devoir choisir entre de la bouse de vache et du caca de chien liquide, quoi. C'est vraiment... Désolée pour ceux qui aiment, hein, mais... Alors, j'ai bien aimé les tomes 1 des deux. Enfin, des deux sagas. Je veux dire, les tomes 1 tiennent la route. Ça, j'avais pas vu, il y a un fouet. mais vraiment, les tomes 2 sont mauvais. Mais mauvais. Et avec des messages, du coup, hyper toxiques, quoi. Ah, les deux sont achetés. Vraiment, qu'est-ce que je fasse avec ça? Qui gagne là-dedans? En termes de personnages... Bon, en termes de cul, c'est peut-être mieux... Non, même pas. C'est peut-être mieux 50... Si, non, alors, si... Je pense que 50 nuances degrés va gagner. Parce que After, en plus d'avoir des personnages nuls, des intrigues à chier, des messages toxiques, a en plus l'énorme inconvénient d'avoir des boucles scénaristiques répétées. Donc, à chaque fois, c'est le même schéma. Hardin fait une connerie, il est méchant, la Miss, elle pleure, il s'excuse, elle lui pardonne pas, il baise, ils se remettent ensemble. Hardin est méchant. Tu vois, c'est la même chose 6 fois dans le livre. C'est insupportable. Alors que dans 50 nuances degrés, bon, mes souvenirs sont flous grâce au ciel, mais il me semble que c'est quand même un poil plus recherché que ça, et que ça sort un petit peu, enfin, il y a d'autres trucs. Puis il me semble que les scènes de cul étaient mieux dans 50 nuances degrés, mais vraiment, on part du bas du panier, hein. Donc je ferai gagner 50 nuances degrés. After, je peux pas. C'est pas possible. Non. Puis After se destine pas mal à un public jeune. 50 nuances degrés, c'était destiné un peu à la ménagère, tu vois. C'est moins grave de lire un mauvais livre quand t'as 30 ans, 40 ans, 50 ans que quand t'en as 16. Parce que quand t'en as 16 et que tu lis After et que tu t'imagines que Hardin c'est l'homme de ta vie et qu'il faut que tu trouves le même mec, c'est dramatique. Donc ouais, non, 50 nuances degrés, il roule sur After et puis il l'aplatit et puis il l'envoie loin. Voilà. Dégage After, dégage. Ah, des petits mangas, putain. Alors, l'atelier des sorciers ou les carnets de l'apothicaire. Je fais gagner les carnets de l'apothicaire. En plus, je suis au même stade, je suis au tome 3 dans les deux cas. Les carnets de l'apothicaire, c'est un peu plus adulte pour moi. Les thématiques sont un peu plus originales. Bon, quoi que l'atelier des sorciers, c'est original. Non, mais l'atelier des sorciers, ça reste quand même des petites filles qui doivent devenir sorcières et qui apprennent des sorts. Les carnets de l'apothicaire, t'as une héroïne qui est plus adulte, même si elle est jeune, hein, mais genre elle a des thématiques beaucoup plus adultes, elle a des réflexions vachement intéressantes. Les intrigues de cours avec le poison, etc. C'est hyper passionnant. L'atelier des sorciers, pour moi, pour le moment, ça reste mignon, mais c'est pas au-delà. Les carnets de l'apothicaire gagnent. Avec un petit coup de poison dans la gueule des sorciers. Allez, c'est gratuit. C'est fini. C'est fini. Resigné, Wattel. Oh là là, alors, j'en ai chié de ouf, hein. Alors, je suis à quasiment 30 minutes de tournage, donc je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo, parce qu'il y aura des petits moments où j'ai réfléchi pour pas bloquer la caméra 10 000 ans. Mais c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien, je me suis éclatée.
Et n'hésitez pas à dire du coup si vous voulez un round 2, hein, parce que bien évidemment c'est un aperçu de tous les livres qui ont pu me marquer en bien ou en mal. Mais j'ai adoré, je me suis vraiment éclatée. Et bah écoutez, j'ai hâte d'avoir vos avis à vous. Qui aurez-vous fait gagner? Et peut-être, je dis bien peut-être, vous ai-je fait découvrir quelques titres à travers cette vidéo. Si oui, je compte sur vous pour me le dire. Je vous fais plein de bisous, j'ai hâte d'avoir vos commentaires comme d'habitude. Et encore bravo et merci à mes modos, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Avouez que ça aurait été fort dommage. Mouah, bisous tout plein et bonne lecture à tous.